Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Aujourd'hui, nous allons réviser autour de la poésie, plus précisément de ses fonctions. Fonctions de la poésie. La poésie, comme vous le savez, est un genre littéraire et en terminale, on étudie l'esthétique poétique. Autrement dit, cette leçon est consacrée à l'essence de la poésie. Qu'est-ce qu'il faut entendre par poésie? D'où vient la poésie? Il y a des problématiques qui sont posées également. La poésie, est-ce le fruit d'une inspiration? La poésie, est-ce le résultat d'un travail technique? À la suite de cette problématique, il y a d'autres problématiques comme celles relatives aux fonctions de la poésie. Nous avons ciblé 4 fonctions. D'abord, il y a la fonction lyrique. La fonction lyrique, la poésie est un mode d'expression. La poésie est un art du langage qui vise à exprimer quelque chose. Le poète exprime ses sentiments personnels. Je vous renvoie à la poésie romantique, mais bien avant les romantiques, on voit que d'autres poètes, même dans l'Antiquité, si nous remontons au mythe d'Orphée, les poètes ont toujours exprimé leurs sentiments, leurs émotions, leurs états d'âme. La poésie, donc, c'est l'exploration du moi intérieur de l'auteur. Et cette fonction lyrique apparaît également dans la littérature africaine. Les poètes de l'anecdote, comme vous le savez, ils utilisent le jeu et ils expriment leurs états d'âme. Ils se fondent sur leur expérience pour écrire. Ils transcrivent leur vécu quotidien à travers donc leurs œuvres. Voilà la fonction lyrique. Et si nous nous fondons toujours sur la poésie romantique, on se rend compte également que la poésie sert à l'expression des sentiments personnels. Alfred de Musset a été très clair. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est la vraie poésie. Je me plains à mes vers si j'ai quelque chose, si j'ai quelques regrets d'Ibélé au XVIe siècle. Maintenant, parlons de la fonction militante. La fonction militante nous amène à voir l'engagement de la poésie. Les poètes se sont toujours intéressés au sort misérable de leur peuple. Les poètes ont toujours exprimé, donc, avec beaucoup de colère, le calvaire et le désastre dans lequel se trouve leur peuple. Ainsi, on peut donner beaucoup d'exemples. Prenons même le XVIe siècle avec ces 2 poètes, Ronsard et Agrippa d'Aubigné, qui ont eu à apporter des explications en ce qui concerne les guerres de religion qui ont ensanglanté la France. La France au XVIe siècle a été secouée par des violences d'une extrême gravité au point que 2 auteurs, Pierre de Ronsard et Agrippa d'Aubigné, se sont préoccupés du malheur de leur peuple. Pierre de Ronsard a écrit le recueil Discours des misères de ce temps et Agrippa d'Aubigné a produit les tragiques. C'est dire que le poète s'intéresse toujours à la situation difficile dans laquelle se trouve son peuple. Je peux vous donner l'exemple des romantiques. Victor Hugo a montré son engagement à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851. Ce coup d'État même va l'amener à être contraint à l'exil parce qu'il va traverser la frontière franco-belge avec de faux papiers. Il va s'exiler dans les îles anglo-normandes. Au cours de son exil, il rédige un recueil satirique, Les Châtiments, recueil dans lequel il s'en prend à Napoléon III. Là, c'est dire que les poètes ont une fonction militante dans leur société. Nous pouvons donner l'exemple également des poètes surréalistes
qui, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, non seulement sont descendus au front, mais également ils ont contribué à la lutte que menait le mouvement de la résistance en France. Je vous donne l'exemple de ce poème, Le Musée Grévin, qui est un long poème qui a été parachuté de Louis Aragon, qui a été parachuté par l'aviation britannique. Dans ce poème, Louis Aragon, qui s'était même réfugié à Lyon, a invité le peuple français à organiser la résistance pour repousser l'ennemi commun, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. Nous pouvons donner l'exemple des poètes de la négritude. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, David Diop, Léon Gondran Dama. Ces auteurs ont eu, à travers les œuvres, à dénoncer les exactions coloniales, à éveiller leur peuple pour mettre un terme à la colonisation. L'autre fonction, c'est la fonction esthétique. Comme vous le savez, la poésie vise le beau. Mais comment produire le beau? La perfection formelle est une des préoccupations des poètes parnassiens. Le poète parnassien est quelqu'un qui travaille son poème tel un bijou. C'est un orfèvre du langage. Le poète est considéré comme un magicien du verbe au point que son poème n'atteint sa beauté que dans les difficultés vaincues. Donc, nous pouvons également donner l'exemple d'Apollinaire qui donne des calligrammes. Et les calligrammes, c'est pour non seulement pour produire une beauté visuelle, amener le lecteur donc non seulement à savourer la beauté du poème, mais à voir à travers son œil la forme du poème qui prend la forme de l'objet qu'il imite. Il y a également l'autre fonction, la fonction didactique. C'est quoi? C'est que la poésie inculque des valeurs. La poésie est messagère de leçons de vie philosophiques, politiques et sociales, et morales, excusez-moi. Donc, c'est dire que les poètes, à travers la poésie, on peut apprendre beaucoup de choses. Je peux vous donner l'exemple des fables de Jean de La Fontaine. À travers les fables de Jean de La Fontaine, on parvient à tirer des leçons de morale. On parvient à comprendre le sens de la vie. Et il y a le culte du travail qui est donc célébré dans la fable, le laboureur et ses enfants. Nous avons également d'autres qualités humaines célébrées par le fabulus, comme le lion et le rat. Patience et longueur de temps, il nous invite à la patience et à donner du temps au temps. Donc voilà les quelques fonctions de la poésie autour desquelles je voulais vous entretenir. Je vous remercie. Voilà le sujet de dissertation que nous vous proposons sur la négritude. Victor Hugo déclare: la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. En vous fondant sur le propos de Victor Hugo, expliquez que la poésie vise à libérer l'homme, puis justifier qu'elle est un art du langage. Et voilà donc les mots clés du sujet vont être soulignés. Poésie, le sujet porte sur la poésie. Ornement, ensuite instrument. Vous avez la négation avec ornement. Hugo nie le fait que la poésie doit être un ornement, que la poésie doit servir à orner notre univers, que la poésie doit servir à embellir la vie, tout simplement. La poésie est loin d'être quelque chose qui est là pour embellir notre existence, mais elle doit servir notre existence. C'est pourquoi il dit la poésie est un instrument. Et vous avez deux parties dans cette dissertation. La consigne, elle est claire et c'est une consigne améliorée. Voilà l'introduction que nous avons proposée. D'abord, il y a l'amorce. Le poète cherche à travers son art à être utile à son peuple. Donc nous sommes partis de l'utilité du poète au peuple. Ainsi, Victor Hugo, et on crée le link entre l'amorce et l'opinion. Ainsi, Victor Hugo affirme: la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Comme nous avons repris la citation sur laquelle porte le sujet, nous devons l'expliquer. Autrement dit, la poésie a pour rôle de servir quelque chose
est-elle un instrument? Maintenant, il y a la problématique. Est-elle un simple embellissement ou un outil de préservation de la liberté? Le point d'interrogation, nous l'avons oublié. Nous répondrons à cette problématique, c'est l'annonce du plan, en expliquant que la poésie vise à libérer l'homme et en justifiant qu'elle est un art du langage. Voilà la proposition d'introduction que nous vous donnons. Bientôt le premier semestre, nous vous souhaitons bonne chance et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres séances. C'est ici, École au Sénégal, l'enseignement à distance, une initiative qui cherche à accompagner les élèves afin qu'ils puissent atteindre les objectifs. Nous vous remercions. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À École au